Bien, chers collègues, nous allons ouvrir notre réunion, qui est la dernière avant la pause estivale largement méritée, je pense. Notre ordre du jour appelle le compte-rendu de la mission que nous avons conduite en mars dernier en Tunisie avec Pierre Cabaret, Michel Fanger, Sira Silla et Jérôme Lambert qui préside le groupe d'amitié et qui va nous rejoindre tout à l'heure, et en présence de Didier Lebeau que je remercie pour sa présence aujourd'hui parmi nous. Je veux rappeler quelques éléments. J'espère que je ne serai pas trop longue en introduction et ensuite je passerai la parole évidemment à mes collègues, à nos collègues. Pour nous, la France, enfin pour moi aussi d'ailleurs à titre personnel, la Tunisie est un pays important. Nous sommes effectivement tous très attachés à la réussite de la Tunisie. Ce pays représente au fond un îlot de stabilité dans la région, d'autant plus important à encourager et à préserver que ses grands voisins immédiats connaissent des périodes d'interrogation, de doute ou de trouble. Notre délégation a été reçue à haut niveau par le président de la République, dont le mandat se termine à la fin de l'année, par le chef du gouvernement, par le président de l'Assemblée des représentants du peuple, par le ministre des Affaires étrangères, par celui de l'enseignement supérieur, et j'ai depuis reçu à Paris, à sa demande, Rached Ghannouchi, le président du parti Ennahda. Mes collègues reviendront dessus. Nous avons également fait un certain nombre de déplacements sur le terrain pour aller voir les entreprises, les micro-entreprises, des zones agricoles. Bref, ils vous rendront compte de ces déplacements de terrain qui étaient importants pour nous. Tout le monde sait que la transition démocratique de la Tunisie a été, je crois, un réel succès, mais elle nécessite vraiment d'être confortée dans la durée, car en la matière, rien n'est jamais définitif. Une nouvelle constitution a été adoptée en janvier 2014, qui garantit de nombreuses avancées démocratiques. Ce n'était pas un résultat acquis d'avance, il a été grâce à une mobilisation totale de la société civile tunisienne. Et d'ailleurs, le prix Nobel 2015 de la paix accordé au quartet, c'est-à-dire au regroupement d'organisations tunisiennes, a consacré cet effort. Les dernières élections législatives ont conduit les deux principales formations politiques, Nida Tounes, le parti du président, et Ennahda, le parti islamiste, à former une coalition gouvernementale. Les premières élections démocratiques municipales ont eu lieu en mai 2018 avec une victoire très nette d'Ennahda qui a remporté 131 mairies sur 350, dont celles de Tunis et de Sfax, les deux principales villes du pays. Ennahda détient actuellement 89 sièges sur les 219 sur les 219 que compte l'Assemblée des représentants du peuple et 4 sur les 10 sièges créés pour les Tunisiens établis hors de France. Ce parti dit aujourd'hui, entre guillemets, être sorti de l'islam politique et se présente là aussi, entre guillemets, comme un parti démocrate musulman en référence aux partis démocrates chrétiens occidentaux. C'est en tous les cas sa présentation. Les prochaines élections se tiendront en octobre prochain pour les législatives, en novembre pour le premier tour de la présidentielle le 17. Nida Tounes a connu une crise interne qui a conduit à la création d'un nouveau parti, Taïa Tounes, dont le Premier ministre Youssef Chahed a pris la présidence. Et des candidats se définissant comme anti-système sont apparus. Je pense à Nabil Karoui, fondateur de Nesma TV, et Kaïs Sayed, constitutionnaliste. Rached Ghannouchi ne sera probablement pas candidat à la présidentielle, mais il compte sur la capacité de son mouvement lors des élections législatives à venir pour demeurer un partenaire incontournable de toute coalition. Des amendements à la loi électorale, nous en avons parlé dans cette commission, ont été adoptés le 18 juin dernier par l'Assemblée des représentants du peuple, durcissant les conditions de candidature aux élections, excluant les candidats ayant exercé une activité interdite aux partis politiques durant l'année précédant le scrutin ou tenant un discours en contradiction avec les règles de la démocratie et les principes de la Constitution. Un certain nombre de candidats pourraient être touchés par ces mesures. Cette modification de la loi électorale n'a toutefois pas été promulguée par le chef de l'État dans le délai constitutionnel d'1 mois, conduisant à ce stade l'instance supérieure indépendante pour les élections à recommander l'application de la loi sans prendre en considération ces derniers amendements. Il y a en Tunisie, et nous l'avons vu dans les rencontres différentes que nous avons eues, une sorte de désenchantement démocratique peut-être, accompagné d'une méfiance qui se fait de plus en plus grande à l'égard des élites traditionnelles. Le Premier ministre, quand nous l'avions rencontré, s'était d'ailleurs déclaré très préoccupé de ce phénomène et très préoccupé par ce qu'il ressentait comme un éloignement au fond des Tunisiens par rapport à la vie politique tunisienne,
Par exemple, le chiffre de l'abstention municipale a été de 75%. 75%. Cette situation politique actuelle, elle a conduit à de nombreux blocages. Ainsi, les 3 derniers membres de la Cour constitutionnelle n'ont pas pu être nommés, ce qui a fait craindre un blocage institutionnel, vous vous en souvenez, lors du problème de santé survenu en juin dernier au président. Et le projet de loi sur l'égalité de l'héritage entre femmes et hommes est aujourd'hui toujours bloqué. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, le président Essebsi a remis la situation tunisienne dans un contexte plus général, rappelant que la crise de la démocratie représentative était mondiale, qu'elle concernait également l'Europe, ce qui est vrai. Il a souligné les difficultés particulières auxquelles se heurtait la Tunisie, l'absence de recul historique, mais également ce choix unique dans la région de défendre un modèle qui constitue un contre-modèle dans l'ensemble de la région. Nous y reviendrons. Pour que ce contre-modèle réussisse, il faut d'urgence, à mon sens, aider la Tunisie à faire face aux difficultés économiques et sociales qu'elle rencontre, ainsi qu'aux menaces contre sa sécurité. L'économie tunisienne, nous le savons tous, traverse une passe difficile. Le chômage est de l'ordre de 15%, il est de 30% pour les jeunes diplômés et il est même entre 43 et 48% dans certaines zones du pays. Je pense aux zones sud et aux zones intérieures du pays, parce que vous avez une vraie différence entre les zones littorales du pays et évidemment l'intérieur du pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur que nous avons rencontré nous a rappelé, nous a redonné 2 chiffres. 60 000 diplômés sortent de l'université chaque année, seulement 30 000 emplois sont créés. La croissance actuelle de 2,5% demeure donc insuffisante pour résorber ce chômage. Seul un taux de 5 à 6% pourrait permettre de réduire le nombre de chômeurs diplômés et le problème de la fuite des cerveaux. Ces diplômés dont je parlais, ils partent vers l'Europe, vers la France, mais aussi vers l'Allemagne, devenue de plus en plus attractive, vers les pays du Golfe et depuis 3 ou 4 ans vers l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Congo. Dans les 2 derniers cas, les vagues de départ alternent avec des vagues de retour selon l'évolution de l'activité économique tunisienne. Mes collègues reviendront en particulier, je crois que c'est Sira qui le traitera, sur la question de l'augmentation des droits d'inscription des étudiants étrangers dont nous avons longuement parlé avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Autre point de préoccupation, l'économie informelle qui, selon certains chiffres, représenterait jusque 50% de l'économie tunisienne. Les marges de l'État demeurent très faibles en raison de la montée de l'endettement public, 70,5% du PIB fin 2018 contre 40% en 2010, du fait aussi des déficits budgétaires et extérieurs. Le gouvernement peut toutefois s'appuyer sur des atouts réels, une main-d'œuvre qualifiée, la proximité du marché européen, une société civile jeune et dynamique. L'enjeu est de transformer ces atouts en une croissance inclusive et durable. La Tunisie a donc besoin d'une aide financière extérieure conséquente. Le FMI a un programme de 2,9 milliards de dollars, programme d'aide, d'assistance, conditionné à l'adoption de réformes structurelles et à une réduction des dépenses publiques. Cependant, et ça a été l'objet de nombreuses discussions que nous avons eues avec nos interlocuteurs, en raison de la situation socio-économique qui est tendue et de l'environnement régional qui est particulièrement dégradé, je considère, et notre délégation a considéré, nous l'avons dit à nos interlocuteurs, que le FMI devait savoir rompre avec une attitude qui est quelquefois trop dogmatique, en particulier pour des réformes qui touchent, par exemple, les salaires des fonctionnaires. Nous y reviendrons là aussi. L'Union européenne a prévu de son côté de consacrer à la Tunisie 300 millions d'euros en dons et en coopération sur la période 2016-2020. Un accord commercial devrait se conclure en 2020. Je dis devrait parce que la société civile tunisienne apparaît depuis plusieurs années. J'avais suivi cette question comme rapporteur sur le sujet au Parlement européen en son temps, apparaît très réticente à l'égard de cet accord. Et il me semble vraiment important que l'Union européenne entende vraiment les inquiétudes et les attentes qui s'expriment de cette société civile tunisienne au regard de ce futur accord de commerce. Un point important, je me réjouis qu'en janvier dernier, nous étions intervenus en ce sens, la Tunisie soit sortie de la liste des juridictions non coopératives en matière fiscale de l'Union européenne, ce qui portait vraiment à l'époque un coup fatal aux investisseurs et donc à la question des investissements à venir en Tunisie. Cette situation économique de la Tunisie, elle dépend beaucoup du tourisme qui représente habituellement plus de 7% du PIB et fait travailler 350 000 Tunisiens. Et celui-ci, bien sûr, est très dépendant de la situation sécuritaire.
On a vu que le tourisme avait totalement fléchi au moment des grands attentats. Je pense en particulier à celui du Bardo. Nous sommes allés d'ailleurs nous recueillir en votre nom au musée du Bardo. Et comme le montrent les derniers attentats contre la police de juin dernier, la mouvance djihadiste demeure présente en Tunisie et cela démontre la nécessité d'une vigilance sécuritaire accrue et permanente. Ces dépenses de défense et de sécurité représentent jusque 15% du budget et elles pèsent donc très lourdement sur ce dernier. La crise libyenne est évidemment une grande source d'inquiétude pour la Tunisie. Nous en avons parlé avec nos interlocuteurs. Le contrôle de la frontière tuniso-libyenne constitue un enjeu important pour les forces de sécurité tunisiennes. Mais au-delà de cette question, et je pense que nous l'aborderons dans notre débat, la question de l'avenir de la Libye est une question importante pour la Tunisie. On a grosso modo le choix entre d'un côté des islamistes qui font un travail important dans une partie de la Libye et de l'autre côté un régime militaire qui pourrait intervenir. La Tunisie, son modèle démocratique, ce ne sont pas les régimes militaires. Et donc, il y a, de ce point de vue-là, une très grande inquiétude sur l'avenir des régimes des pays qui entourent ce petit et grand pays que nous aimons, qu'est la Tunisie. Ce qui est aujourd'hui en cause, c'est bien donc le modèle démocratique de la Tunisie. Moi, je crois que la Tunisie a de nombreux atouts. Mes collègues vont revenir sur cette question pour devenir une démocratie prospère. Elle a une société civile engagée, elle a une élite de grande qualité, en particulier les femmes, qui ont un taux de présence et de réussite dans l'enseignement supérieur très fort. Elle a une classe moyenne importante, de très nombreux jeunes diplômés qualifiés, un islam à dominante plutôt modérée, un modèle économique viable, même s'il demande évidemment des réformes. Nombreuses sont toutefois ces fragilités, elles sont politiques, économiques, sécuritaires et sociales. Il y a vraiment une Tunisie à deux vitesses. La France, bien sûr, doit évidemment se garder toute ingérence, mais je pense qu'on doit s'efforcer de faire tout ce que nous pouvons pour apporter notre aide à la Tunisie. Et au-delà de la France, l'Europe doit être plus que présente auprès de la Tunisie et en particulier plaider la cause de la Tunisie dans les organismes financiers internationaux dont elle est membre, comme la Banque mondiale ou le FMI. Ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement le devoir d'une amitié héritée du passé, ni même l'avenir de ce pays. La Tunisie détient en elle, en raison de ce qu'elle est, de la place géographique qui est la sienne, une part d'universalité. Sa réussite à maintenir les acquis de sa révolution peut être appelée à devenir une espérance et un modèle pour divers pays arabes. La Tunisie a fait d'importants progrès dans la constitution d'un État de droit, mais rien ne peut et ne doit être considéré comme définitif. Il est indispensable que la France et l'Union européenne soient à ses côtés. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues. Alors, je crois que c'est d'abord Pierre Cabaret, c'est ça ? Sur la coopération économique avec la Tunisie, puis Sira Silla sur la coopération culturelle, plus tous les sujets que vous voudrez aborder, et Michel Fanger sur une approche concernant la politique étrangère tunisienne, et Jérôme Lambert nous rejoindra une fois sa réunion terminée. Chers collègues, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Oui, la France est le premier partenaire de la Tunisie et le premier client, premier fournisseur. Alors les échanges commerciaux entre ces deux pays ont quadruplé et ils passent de 2 milliards à 7 milliards en 2018. Pardon. Nous avons environ 1300 entreprises et elles génèrent plus de 140 000 emplois en Tunisie. C'est la France qui reste bien évidemment le premier investisseur étranger en Tunisie. Alors les entreprises françaises sont présentes, oui, elles sont présentes dans des secteurs industriels clés comme l'aéronautique avec Zodiac et Stelia, et l'automobile, Valeo et Forestia, l'électronique, bien sûr, avec Sagem et Altia, ou encore des industries du textile et de l'habillement. Mais il y a aussi un point fort, c'est le secteur des services, avec la présence en Tunisie d'Orange. Lors du déjeuner sur jeunesse et employabilité, auquel Marielle de Sarnez a fait allusion, eh bien, nombreux furent nos interlocuteurs à constater que si depuis la crise de 2008, peu d'entreprises françaises avaient quitté la Tunisie, aucun
projet majeur ne s'était non plus développé, et ce, à la différence du Maroc. 85% de l'investissement direct étranger consiste en des extensions d'investissement par des entreprises déjà installées sur place. Alors, ça montre que les opérateurs économiques présents sur place ont donc confiance dans l'avenir de la Tunisie. Et la France s'est décidée à aider les investisseurs français et à développer, bien entendu, leur présence en Tunisie. Des partenariats sont envisagés dans des secteurs porteurs tels que les infrastructures de transport, l'énergie et notamment les énergies renouvelables, la santé, l'environnement avec le traitement de l'eau et le traitement des déchets. Alors on a fait quelques visites et lors de sa visite à Tunis en février 2018, le président de la République, et je parle de la sienne, avait confirmé la volonté de la France d'appuyer le développement et l'entrepreneuriat tunisien, notamment des PME et PMI. Et sur ces annonces se sont matérialisées avec l'octroi d'une ligne de crédit pour les PME, octroi de 30 millions d'euros répartis en prêts et en dons. L'aide bilatérale apportée par l'AFD est structurante, et ce pour de nombreux secteurs. L'AFD est présente en Tunisie. Depuis 25 ans, elle a investi près de 3 milliards d'euros. On est aujourd'hui sur un volume d'engagement compris entre 250 millions et 350 millions d'euros par an. Et on n'a jamais accordé autant de financement à la Tunisie depuis 2011. L'AFD est donc, on l'a compris, présente dans les infrastructures. Elle a financé la réhabilitation de plus de 1000 quartiers populaires dans le secteur de l'eau, de l'assainissement, et ce pour plus d'1 million d'habitants. Elle est très présente également dans le secteur de la formation professionnelle. L'AFD a ainsi financé environ la moitié des centres de formation professionnelle en Tunisie, et ce depuis 25 ans. À titre d'illustration de la variété des projets de coopération franco-tunisienne, et aux côtés de Marielle de Sarnez, nous avons eu l'occasion de visiter 3 petites entreprises artisanales soutenues par l'AFD et ayant bénéficié de microcrédits. Et c'était vraiment très, très intéressant de voir à quel point ce microcrédit pouvait développer et initier ces projets-là. Alors, une pâtisserie, un jardin d'enfants, une entreprise de confection. Et ces 3 petites entreprises ont respectivement bénéficié d'un prêt inférieur à 3 000 euros et qu'ils remboursent pour des sommes de moins de 200 euros par mois. Et nous avons également visité, bien sûr, 2 entreprises plus grandes. L'une spécialisée dans la production d'huile d'olive. Alors, on le sait tous, c'est une spécialité en Tunisie, un chiffre ou deux. 88 millions d'oliviers cultivés sur 1 800 000 hectares. Je vous laisse compter les oliviers par hectare. La Tunisie est le 2e producteur mondial. Pardon ? Alors, ça dépend du type d'olive produit par chacun. Vous savez que ce ne sont pas les mêmes olives, monsieur le député. Oui, mais il le savait. C'était juste un petit... Tu le savais. La Tunisie... Je suis une défenseuse de l'huile d'olive tunisienne. Ah oui, oui, bien sûr. Je leur ai obtenu des exportations de tonnes d'huile d'olive à droit nul il y a 5 ans. Et donc, je suis une vraie défenseuse. Et nous avons eu la chance d'en déguster sur place. Et je suis une bonne consommatrice. Et elle est vraiment délicieuse. C'était la minute de pub et quand on passe pour dans l'huile d'olive tunisienne. Et on sent bien que Madame la Présidente est tout à fait inclue dans le pays, vraiment, et reconnue comme cette défense de l'huile d'olive, qui, je le disais, c'était le 2e producteur mondial derrière l'Union européenne et tout pays confondu. L'huile d'olive représente 40% de la valeur des exportations agricoles tunisiennes, 80% de la valeur de la production est exportée, et principalement vers l'Union européenne, mais aussi vers les États-Unis et bien sûr le Canada. 90% des 565 000 exploitations tunisiennes sont de moins de 5 hectares. Alors, un détail important, un des enjeux de la filière, outre l'augmentation de la consommation locale, est bien entendu
la valorisation du produit à travers l'amélioration de son conditionnement. Le prix de l'huile d'olive à l'exportation varie de 20 à 25% selon qu'elle est vendue en vrac ou déjà conditionnée. L'autre visite a concerné l'entreprise Celt. Alors, c'est une entreprise que l'on ne connaît pas vraiment et pourtant, elle est dans énormément de choses que l'on consomme quasi quotidiennement pour ceux qui consomment des bonbons, par exemple. Donc, Celt Marine Group, créé en Tunisie depuis la fin des années 90, est spécialisé dans la transformation d'algues marines en produits alimentaires. Alors, ce succès de cette entreprise est tel qu'elle travaille actuellement à un projet d'extension de son usine de production à Bizerte et qui devrait avoir une capacité de production de 4 fois et demi celle de son site actuel. Donc, vous l'avez compris, cette entreprise fabrique des alginates. En fait, c'est un coagulant. Dans les Haribo, oui. Mais c'est monsieur le député Lecoq qui cite Haribo. Bien, ben écoute, je suis ravi que cette consommation puisse t'enthousiasmer à ce point. Alors, donc juste pour conclure, eh bien, écoutez, à Bizerte, ce site, et j'invite le député Lecoq, qui est consommateur d'Haribo, à aller voir l'ouverture en octobre prochain, à l'automne prochain, et je serai ravi de vous accompagner, monsieur le député. Merci. Merci beaucoup à Pierre Cabaret. On va revenir sur tout ça, évidemment, avec vous. Cher Siracila, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, mon intervention sera essentiellement consacrée à la coopération culturelle et plus précisément, je vais parler d'éducation et de la délicate question des droits d'inscription chère à notre commission des affaires étrangères et aussi à Marion Lenne. J'évoquerai aussi le campus franco-tunisien. Et je reviendrai aussi, cher Michel Herbillon, sur la francophonie, qui est un thème très important. Donc, concernant tout d'abord la coopération dans le domaine de l'éducation, notre présidente y a fait allusion. Une part importante de notre entretien avec le ministre, j'ai oublié son nom, de l'enseignement supérieur, Slim Kalbous, en fait, a été consacrée donc à cette hausse des droits d'inscription. Donc, Monsieur le ministre nous a clairement indiqué que cette mesure était perçue en Tunisie comme très négative et qu'elle était dangereuse pour la francophonie. On l'a vu aussi dans d'autres pays. Je me suis rendue avec Marion Lenne au Sénégal en novembre dernier. Et là aussi, on avait constaté que la jeunesse sénégalaise était plutôt très mécontente. En gros, je vais parler trivialement, mais c'était la France ne veut pas de nous. La France ne veut pas d'étudiants africains. Le ministre nous a signalé que depuis l'annonce française, en fait, de nombreuses offres de bourses avaient été proposées par des pays tels que la Grande-Bretagne, la Turquie, l'Allemagne et la Roumanie. Il nous a aussi indiqué que son budget pour les bourses n'étant pas extensible, il privilégierait d'autres pays si les étudiants tunisiens n'étaient pas exonérés de cette mesure. En somme, cette mesure concernant les droits d'inscription est vraiment très mal perçue. Il y a une incompréhension totale. Et pour rappel, les étudiants tunisiens en France, c'est quand même 12 000 étudiants, avec un flux annuel de 5 à 6 000 étudiants. Et chiffre important, 9% des thèses soutenues en France le sont par des étudiants tunisiens. Et ensuite, peut-être que ça se calmera, parce que je suis allée au Sénégal il y a quelques semaines, et là, j'ai constaté que finalement, les choses étaient plutôt entrées dans l'ordre. Je me suis entretenue avec Campus France, et notamment l'ancien président des étudiants sénégalais de France, et en fait, avec du dialogue, des explications, au Sénégal, les choses sont un peu plus calmes, on va dire.
Nous nous sommes ensuite rendus à la future université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée. Je rappelle que c'était un engagement du président de la République de créer des campus franco-tunisiens, franco-sénégalais. Un campus situé sur, on va dire, un très beau territoire. Il fait 6 hectares au bord de la mer. Donc, les conditions pour les étudiants sont plutôt idéales. Et ce campus ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Il faut se rappeler, en fait, le but des campus franco-tunisiens, franco-sénégalais, c'est la co-construction. Et dans ce cadre, en fait, l'université franco-tunisienne délivrera ses propres diplômes avec des établissements partenaires français, mais aussi tunisiens. Parmi les établissements français, on a par exemple le Panthéon-Sorbonne ou encore l'ENSA Paris-Tech, Paris-Dauphine, Aix-Marseille, Paris-Saclay. Et du côté tunisien, nous avons Tunis, Manar et Carthage. J'appelle votre attention sur le fait que le but de ces campus, ce n'est vraiment pas de calquer le modèle français, mais de s'inspirer du modèle français pour offrir des formations qui vont vraiment répondre aux besoins des entreprises et qui vont permettre aussi aux jeunes d'avoir un accès plus facile à l'emploi. Et on va dire les matières, phare en Tunisie serait le numérique, les systèmes d'information et bien sûr l'environnement. Et pour revenir à la problématique des droits d'inscription, je pense que ce type de campus est aussi une solution. Les campus vont ouvrir, le campus franco-tunisien va ouvrir à la rentrée comme le campus franco-sénégalais, et ça va permettre à ces jeunes de rester en Afrique et aussi à des Européens de venir étudier dans ces campus en bénéficiant d'un diplôme avec un label français. Donc c'est aussi une promesse présidentielle que je tiens à saluer et qui sera effective donc dès la rentrée. Concernant la francophonie, beaucoup de nos interlocuteurs ont exprimé leurs inquiétudes sur la place du français en Tunisie, qui pour certains nous ont indiqué que lorsqu'on sortait de Tunis, dans certains coins, le français n'était plus du tout parlé. Nous l'avons évoqué dans notre rapport, Michel, sur la diplomatie culturelle. La France a perdu beaucoup de recul, elle n'est plus attendue. Il faut vraiment changer de logique par rapport à la francophonie, passer d'une logique qui était une logique de l'offre à une logique de la demande, en regardant vraiment ce qui est, on va dire, important de faire sur le terrain par zone géographique. Voilà. Donc ce constat, nous l'avions fait au cours de notre mission d'information et on l'a encore constaté avec Madame la Présidente et mes collègues au cours de ce déplacement. Il faut savoir qu'il y a 8 ans, on comptait 2 ou 3 chaînes françaises parmi les 10 chaînes les plus regardées en Tunisie. Malheureusement, aujourd'hui, la première chaîne française se classe à la 18e place. Il faut espérer que le prochain sommet de la francophonie, qui se tiendra à Tunis l'an prochain, en 2020, et qui marquera le 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie, sera justement l'occasion de raviver la flamme francophone dans ce pays. Il est à noter qu'une réforme est mise en place pour la rentrée 2019, et cette réforme remet l'enseignement du français dès la 2e année du primaire, alors qu'actuellement, l'enseignement du français est enseigné à partir de la 3e année de primaire. Aussi, pour votre information, le British Council a investi une part importante de ses moyens pour développer l'enseignement de la langue anglaise dans le système public. 6 millions d'euros. Un effort est donc nécessaire pour défendre le français dans ce pays, et je me félicite qu'en 2019, l'Alliance française ait pu, en 2017, pardon, l'Alliance française ait pu rouvrir ses portes à Tunis. Nous avons aussi eu l'occasion de dîner avec des personnalités du monde culturel, c'est très intéressant. On avait une écrivaine, des personnalités du monde du cinéma. Moi, j'étais très émue par une femme qui avait une troupe de danse, jeune adolescent, qu'elle avait entraîné toute l'année, qui était venue justement se produire en France. Et son témoignage avait été très émouvant. Je pense que
la transmission de la culture, c'est très important et je me réjouis que l'année prochaine, une saison Africa 2020 qui aura lieu de juin à décembre 2020 permettra justement à des artistes africains de se produire partout en France dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art. Et je pense que pour une meilleure connaissance de l'autre, on ne peut que saluer de tels événements. Pardon ? Oui, justement, bien entendu. Parce qu'en effet, on a déjà eu le cas de ministres ou chercheurs qui étaient invités en France, mais malheureusement, le visa n'était pas délivré. Mais cette question des visas, il y a une amélioration là-dessus, ça je peux le dire, puisque je l'ai constaté. Et des efforts sont faits justement pour, on va dire, faire face à cette incohérence. Pour ne pas dire autre chose, Jean-Paul. Enfin, je conclurai en rappelant l'accord spécifique qui a été conclu par notre Assemblée nationale avec l'Assemblée des représentants du peuple, justement en faveur de cette dernière, en application de cet accord jusqu'à juin dernier. Et pendant 3 ans et demi et jusqu'à juin dernier, 73 missions d'expertise ont été conduites pour aider justement à une meilleure structuration du Parlement de l'Assemblée tunisienne. Et notre Assemblée a accueilli 6 visites d'études, 4 stages d'immersion dans les services pour 1 à 3 fonctionnaires ou parlementaires tunisiens. Donc cet accord est justement un très bel exemple de coopération et de transmission justement des compétences et savoir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sira Silla. La parole est maintenant à Michel Fanger. Merci, Madame la Présidente. Pardon. Merci, Madame la Présidente. J'ai oublié de dire que nous accueillons notre collègue Jean-Jacques Gauthier, qui, je crois, a participé récemment à une mission de la Commission des affaires culturelles en Tunisie. C'est ça ? Voilà. Bienvenue. Michel. Merci. La Tunisie, ce petit pays qui apparaît, nous le disait d'ailleurs l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor, comme un coin enfoncé entre l'Algérie et la Libye, mène traditionnellement une politique extérieure marquée par la discrétion, la recherche du consensus, la préservation de bonnes relations avec tous, et en particulier avec ses voisins maghrébins. Comme Marielle l'a rappelé tout à l'heure, son statut de seul pays du printemps arabe à avoir réussi une authentique transition démocratique lui donne un statut particulier sur la scène internationale. La Tunisie a présidé le sommet arabe de mars 2019 et a été élue pour la 4e fois à un siège non permanent du Conseil de sécurité pour les années 2020-2021 et il accueillera le sommet de la francophonie en novembre 2020. Qui marquera d'ailleurs le 50e anniversaire de cette organisation. En ce qui concerne ses voisins immédiats, comme Marielle l'a également souligné, la Libye constitue une source majeure de préoccupation pour la Tunisie, presque une affaire politique intérieure. Le ministre des Affaires étrangères, M. Djinaoui, nous a exprimé sa crainte qu'en l'absence d'État en Libye, ce territoire n'ouvre à l'ensemble des terroristes venus du Sahel et de Syrie. Il est inquiet de voir ces terroristes s'installer tout près de la frontière avec la Tunisie. Il a déclaré entretenir des contacts quasi quotidiens avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, M. Gassam Salamé. Concernant l'Algérie, le président Esseibi a adopté publiquement une attitude de grande prudence, soulignant sa volonté de ne pas interférer dans les affaires intérieures de son voisin, bien sûr, et déclarant toute sa confiance en la capacité du peuple algérien à traiter avec sagesse la situation actuelle. Il a tenu un discours similaire devant nous, rappelant le grand président que fut Ouari Boumedienne et se montrant confiant sur la capacité du peuple algérien à trouver un arrangement. Le ministre des Affaires étrangères a, pour sa part, observé avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation d'un pays avec lequel la Tunisie partage de nombreux intérêts énergétiques et sécuritaires notamment. Il a souligné qu'une évolution de l'Algérie vers plus de démocratie aurait manifestement un impact considérable sur toute la région. Concernant l'Union du Maghreb arabe, le ministre a jugé que la Tunisie était le seul pays à s'investir autant. Il a estimé que cette union représentait pour la Tunisie 2 à 3% de croissance supplémentaire.
De manière plus générale, la Tunisie s'efforce de conforter les relations avec les États arabes du Golfe, dont l'aide financière a traditionnellement contribué au développement du pays. La Tunisie développe une nouvelle diplomatie en Afrique, ouvrant de nouvelles ambassades au Burkina Faso, au Kenya, et accroissant les dessertes aériennes de la compagnie nationale Tunis Air. Le ministre des Affaires étrangères nous a même déclaré que l'avenir de la Tunisie est d'être le trait d'union entre l'Afrique et l'Union européenne. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors maintenant, Marion Lenne, pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente et mes chers collègues pour la qualité de votre compte-rendu. Vous le savez, avec Pascal Brindot, j'ai été co-rapporteur de la mission Flash sur l'accueil des étudiants étrangers en France que nous vous avons exposé le 13 mars, la veille de votre départ en mission. Depuis la présentation de la stratégie Bienvenue en France et l'annonce d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires, couplée à la mise en place d'une véritable politique française de bourse, certains pays comme la Tunisie ont manifesté leur incompréhension face à ces mesures et souligné leur manque de lisibilité. Sira Silla, vous nous avez précisé les personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenu sur ce sujet et nous avez rapporté la teneur des échanges. Dès votre retour de mission, Madame la Présidente, vous en avez informé par courrier Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, que nous avions d'ailleurs auditionné en amont fin janvier. Avec les services de l'ambassade de France en Tunisie, avez-vous abordé la politique de bourse et d'exonération pour la rentrée 2019-2020 quand vous étiez en mission? Pouvez-vous nous dire comment appréhende-t-il la situation? Dans son courrier réponse, Madame la ministre Vidal indique qu'un effort significatif à destination des étudiants tunisiens sera réalisé. Avez-vous eu confirmation de cet effort? La stratégie Bienvenue en France, Sira, vous nous l'avez rappelé, c'est aussi le développement de campus franco-étrangers co-construits avec les pays partenaires pour l'employabilité des étudiants et afin que notre enseignement supérieur rayonne à travers le monde. Comme il l'a rappelé lors du dialogue avec les diasporas africaines le 11 juillet, le président Emmanuel Macron souhaite permettre aux nouvelles générations d'accéder à un enseignement supérieur de qualité dans leur pays pour qu'ils puissent y investir et éviter ainsi la fuite des cerveaux. Permettez-moi de vous rappeler que dans ce cadre, 10 millions d'euros ont été consacrés cette année pour le développement de formations françaises à l'étranger et que cet effort sera porté à 20 millions par an dès les années suivantes par l'Agence française de développement. Afin de contribuer à la diversification de l'offre de formation et de recherche sur le sol tunisien, savez-vous où en est l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée? Vous en avez parlé, Silla. Est-elle prête pour la rentrée prochaine et menace-t-elle l'enseignement public tunisien? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Je salue Jérôme Lambert qui vient de nous rejoindre. Monsieur le député, vous voulez dire quelques mots maintenant? Et puis ensuite, vous participerez tous aux questions-réponses. De la Tunisie maintenant, mais c'est un pays que je connais bien. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé, c'est difficile pour moi de commenter ou de compléter. Je vais peut-être que faire répéter des choses. Non, simplement, la Tunisie est un pays qui a besoin d'être connu, d'être soutenu, ça a dû être dit largement, voilà, et qui est en train quand même de vivre une situation un peu compliquée. Ils sont dans un processus démocratique. On va voir comment les choses aboutissent au mois d'octobre et d'ici la fin de l'année. Vous avez déjà dû dire tout ça fort bien, donc je vais peut-être vous écouter, parce que plusieurs collègues ont peut-être des choses à questions, des interventions. Éventuellement, je ferai partie de ceux qui pourront vous répondre, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, donc, pour les Républicains, Michel Herbillon. Oui, je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Je veux remercier aussi les collègues Sira Silla, Pierre Cabaret, Michel Fanger et Jérôme Lambert de leur présentation. Vous avez très justement noté que la Tunisie est un pays qu'on aime,
et avec lequel, et ça se sentait aussi dans votre intervention, on a des relations aussi qui sont profondes, qui sont intenses et qui sont aussi affectives. Et ça se ressentait dans vos interventions respectives. Et je vous remercie d'avoir balayé aussi un certain nombre balayer le spectre de questions très importantes, à la fois sur le plan économique, sur le plan institutionnel avec le processus démocratique, sur le plan culturel et de la francophonie, cher Syrah. C'est vrai que c'est un sujet auquel nous sommes tous sensibles, mais nous particulièrement, à l'issue de la mission que nous avions effectuée sur la diplomatie d'influence, également la politique étrangère que Michel Forget a évoquée. Moi, je voudrais vraiment vous demander comment peut se manifester concrètement l'aide que nous devons, nous, Français, nous, la France, apporter à ce pays qu'on aime. Parce que on a été très malheureux de voir à l'occasion des différents événements, attentats terroristes particulièrement graves, les conséquences qu'ont eu cet attentat sur non seulement l'image de la Tunisie, mais aussi sur un des secteurs clés pour le développement économique de la Tunisie, le tourisme. Et alors que c'était que les gens, les Français, mais les Européens allaient très massivement en vacances en Tunisie, il y a eu des conséquences absolument dramatiques, puisque la quasi-totalité des hôtels, à la suite notamment des attentats du Bardo, ont été totalement vidés de leurs clients. Donc je voudrais vous demander quelle est la situation du tourisme aujourd'hui. Et il y a eu encore récemment un attentat, je voulais savoir si ça a eu des conséquences sur de nouveau la chute du tourisme, puisque c'était juste en amont de la saison touristique. Bon, j'ai bien entendu ce qu'a dit Michel sur les relations entre la Tunisie et l'Algérie, et la déclaration, tu as dit prudente, on peut difficilement l'être davantage, parce que je comprends que tout le monde prend beaucoup de précautions par rapport à la situation de l'Algérie, mais quelles sont, au-delà de la situation actuelle de l'Algérie et des déclarations que tu évoquais, Michel, quelles sont aujourd'hui les relations entre l'Algérie entre la Tunisie et l'Algérie, et dans quel domaine sont-elles développées ou au contraire à l'arrêt? Je voudrais, oui, sur la place du français, et Syrah en a parlé, le constat est quand même accablant. Même si, heureusement, tu as indiqué, Syrah, qu'une mesure récente avait été prise, et elle est heureuse de réintroduire le français dès la 2e année du primaire, mais là aussi dans le domaine de la francophonie, et c'est un sujet, mes chers collègues, qui nous est tous cher dans cette commission, comment aussi concrètement agir au-delà des incantations, et est-ce qu'on a commencé à mettre en œuvre le plan qu'a annoncé Emmanuel Macron sur la francophonie? La Tunisie pourrait être un bon terrain d'expérience de cela. Et je trouve que le fait que le sommet de la francophonie ait lieu l'année prochaine, en novembre, à Tunis, et qu'on va en plus fêter le 50e anniversaire, pourrait être une occasion, dès maintenant, dès la rentrée, dès le début de l'année prochaine, d'avoir un certain nombre de mesures concrètes, visibles, lisibles, pour le développement de la francophonie, qui est tout de même en grand recul. Et c'est vraiment regrettable, en grand recul. Et ce que tu disais, Syrah, sur aussi la place des chaînes françaises est absolument consternant. Donc là aussi, on est très attaché dans cette commission, Madame la Présidente, et vous l'êtes beaucoup, et je vous en sais gré, à ce qu'il y ait un certain nombre de mesures concrètes qui soient prises. Et donc, je suis très attaché à ce que on puisse aider ce pays de manière concrète et par des mesures qui soient lisibles et opérationnelles. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour le mouvement démocrate, Bruno Joncourt. Merci, Madame la Présidente, et merci à nos collègues pour leur compte-rendu détaillé qui met en lumière à la fois les avancées de ce pays et aussi les difficultés auxquelles il est confronté.
vous l'avez souligné, les défis que rencontre ce pays voisin sont nombreux, le terrorisme, l'immigration, la situation de ses voisins, l'Algérie, la Libye, la crise économique. Or, les prochaines élections en octobre pour les législatives et en décembre pour l'élection présidentielle font craindre pour la solidité de la démocratie et pourtant la Tunisie a besoin d'institutions fortes pour affronter ces défis. Elle semble en effet faire face à des difficultés diverses de nature à mettre en danger cette démocratie. Selon un sondage du baromètre arabe publié jeudi dernier, les Tunisiens sont 90% considérés que la corruption gangrène leurs institutions étatiques. Et les libertés sont perçues comme étant en recul, notamment les libertés d'expression et de protestation. Cette situation se double d'une mauvaise santé économique, touchant particulièrement les jeunes diplômés. 56% des jeunes de 18-29 ans souhaitent immigrer, et la situation économique est la principale cause de la volonté d'immigrer des Tunisiens. Pour un pays qui connaît un régime démocratique depuis plus de 8 ans, ces chiffres posent naturellement question. Les fragilités de cette démocratie ont été révélées par la polémique autour du projet de loi dont vous avez parlé, qui durcit les conditions de validité d'une candidature à l'élection présidentielle, même si l'objectif affiché est celui de la déclientalisation de la politique tunisienne et le renforcement de l'état de droit. Il renforce le sentiment de défiance à l'égard des élites. Au vu de ces incertitudes, les élections d'automne de 2019 présentent-elles un risque, de votre point de vue, pour la stabilité de la Tunisie, ou au contraire, sont-elles une étape déterminante pour une ère politique nouvelle qui serait caractérisée par le renouvellement des générations, le renouvellement des pratiques et des priorités davantage ciblées sur de véritables préoccupations de la population. J'ajoute un point par rapport aux actions qui sont susceptibles d'être menées et de façon concrète, c'est le renforcement de la coopération décentralisée entre les collectivités locales tunisiennes et les collectivités locales françaises. Ce fut le cas depuis longtemps ces dernières années, et il semble, depuis les dernières élections municipales, qui, même si la participation a été peu importante, cette préoccupation a été reprise par les nouveaux élus qui, pour le coup, sont des élus jeunes, avec, paraît-il, une quasi-parité, ce qui semble donner vie à cette volonté d'une nouvelle génération de responsables locaux. Merci, monsieur le député. Pour les socialistes, apparentés, Alain David. Oui, Madame la Présidente, chers membres de la délégation, le récit de votre déplacement en Tunisie prend d'autant plus de relief à mesure que les tensions politiques augmentent dans le pays, dans la perspective des prochaines élections législatives et présidentielles. Cette instabilité politique n'est évidemment pas nouvelle, mais éclaire d'un jour sombre les perspectives de développement et de concorde dans le pays. Il semblerait d'ailleurs que les réseaux terroristes islamistes profitent de cette situation pour renforcer leur emprise sur certaines régions. Aussi, pourriez-vous revenir sur les conséquences concrètes que vous avez pu ressentir à propos du maintien de l'état d'urgence dans le pays? Et pouvez-vous également nous dire si les élections ont, à votre avis, une chance de se tenir dans les conditions correctes au regard des standards démocratiques? Merci beaucoup. Pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Cette année, se sont passées entre la chute de Ben Ali, ce moment où ce travailleur ou ce chômeur n'arrivait pas à vivre et s'est imbibé de pétrole pour se donner la mort, en interpellant toute la société tunisienne sur l'avenir de la jeunesse tunisienne et le fait de pouvoir vivre au pays, vivre de sa force de travail, de ses compétences, etc.
cette année se sont déroulées, et pour avoir rencontré les Tunisiens quelques semaines après la chute de Ben Ali, ils expliquaient que la démocratie tunisienne se relèverait parce qu'ils avaient, et si vous vous souvenez de cette époque-là, il y avait un peu un tourisme médical, il y avait un tourisme du bien-être, et les principaux clients étaient les Libyens. Parce que le pouvoir d'achat libyen était très élevé, et les Libyens étaient la ressource qui pouvait être développée avec cette démocratie. Quelques mois après la révolution tunisienne, on intervient en Libye, et quelque part, sur les prétextes, on verra, hein, peut-être que l'histoire nous donnera les prétextes. Wikipédia dit qu'il y avait aussi un printemps arabe en Libye contre Kadhafi, et c'est pour ça que ça a justifié, etc. Mais l'histoire nous dira la vérité sur l'intervention en Libye. Ceci dit, la destruction de ce pays a comme dégâts collatéraux le fait que la Tunisie ne peut pas, a perdu une de ses principales ressources de proximité. Et donc aujourd'hui, on en est à un stade où si on aime la Libye, il faut accompagner la Libye. Et il faut considérer la Libye comme ayant des ressources extraordinaires. La première ressource, c'est son peuple. C'est la formation de son peuple. C'est la disponibilité de sa jeunesse. C'est l'envie de faire des choses. Et la Tunisie est à un croisement assez intéressant, indépendamment de la géopolitique, mais de la géographie pure, entre la mer Méditerranée et les enjeux de la Méditerranée, entre le désert et les questions de la désertification, entre l'énergie solaire et la présence du soleil, entre l'évolution du climat et l'invention de nouvelles façons de cultiver. On est dans un pays où le réchauffement de la planète, l'évolution climatique et l'économie qui devrait accompagner ça, il y a tout ce qu'il faut en Tunisie, comme en France d'ailleurs, mais il y a tout ce qu'il faut en Tunisie comme talent pour être une terre d'exception, pour être une terre de construction. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le même... Et ça a été dit, et j'apprécie l'honnêteté de nos collègues hein, dans l'exposé des situations, mais je crois que c'est Pierre qui a abordé la question de pourquoi il n'y a pas le même traitement en Tunisie qu'au Maroc, quoi, vis-à-vis de nos industries, vis-à-vis de... Est-ce qu'à un moment donné, on fait payer aux Tunisiens le fait qu'ils se soient affranchis de Ben Ali? Est-ce qu'à un moment donné, l'économie et les acteurs économiques leur font payer l'addition? Moi, je pense qu'on devrait avoir un traitement égal, équivalent, pas de même manière, parce qu'on utilise le Maroc comme étant de la main-d'œuvre moins chère pour des produits qui ça part là-bas et ça revient en France, quoi. Moi, j'ai des exemples dans ma circonscription où des productions se sont délocalisées au Maroc pour revenir dans l'aviation, notamment dans l'aéronautique, etc. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire avec la Tunisie. Mais faire de la Tunisie un pays producteur de ses productions locales, hein, là, on a les accords de Paris qui doivent nous interpeller là-dessus. Et donc, il faut changer notre approche. Je pense que l'industrie française devrait être sollicitée, interpellée par notre commission, en disant, voilà, quand il y a des pays comme ça qui portent la démocratie, qui essayent de développer un espace démocratique dans un espace compliqué, on l'a dit, la Libye d'un côté, l'Algérie de l'autre, etc. Il y a des complexités. Comment le monde économique peut, dans le cadre de l'accompagnement du développement, dans le cadre de l'accompagnement des universités en Tunisie, etc., comment le monde économique peut être porteur d'espoir pour ces pays-là? Et on devrait interpeller au sein de notre commission le monde économique en disant, quel rôle vous jouez quand des pays sont dans cette situation-là? Quel rôle vous pourrez jouer? À quel niveau vous pourrez le jouer? Et moi, je serais preneur de ça, parce qu'aujourd'hui, la Tunisie, elle a besoin d'aide, mais pas de tutorat. Elle a besoin qu'on l'aide à se lancer dans son dispositif. Et mon camarade Bruno a raison. Les nouveaux et nouvelles femmes politiques et hommes politiques tunisiens vont donner du souffle à ce pays et à cette démocratie. Ils se cherchent. Vous savez, moi, j'étais observateur de la première élection libre. C'était assez compliqué. J'ai des Tunisiens qui m'ont expliqué qu'ils n'étaient pas pour Enarda, mais qu'ils avaient voté pour vérifier si c'était réellement libre. Puisque c'était... voilà. Alors après, ils ont un peu corrigé le tir, mais ils avaient voulu vérifier si c'était une élection réellement libre. Aujourd'hui, ils étaient dans cette dynamique-là. Et là, elle s'essouffle. Et la pire des choses, vous le savez tous, quand une démocratie s'essouffle, c'est l'autoritarisme qui reprend le pas, sous une forme ou sous une autre, mais c'est l'autoritarisme qui reprend le pas. Si on ne veut pas ça, il faut qu'on accompagne maintenant avec force et il faut qu'on accompagne les Tunisiens pour faire eux-mêmes leur espace démocratique et leur espace économique qui leur donne un avenir
sur leur territoire et un avenir qui peut aider aussi les autres autour, à côté. Merci beaucoup, monsieur le député. Nicole Lepay. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Le sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée, qui s'est tenu à Marseille le 23 et 24 juin dernier, avait pour ambition de relancer la dynamique de coopération entre Méditerranée occidentale par la mise en œuvre de projets concrets en faveur du développement humain, économique et durable dans la région. En favorisant une concertation étroite avec la société civile méditerranéenne, ce sommet promettait de passer à la vitesse supérieure en matière de coopération. Cet événement, à l'initiative d'Emmanuel Macron, fait suite à l'appel lancé à Tunis pour 100 représentants de la société civile, 10 par pays, pour une relance du dialogue méditerranéen. 10 ans après les printemps arabes, nous sommes à un tournant de la relation entre les deux rives de la Méditerranée. Avez-vous mesuré lors de votre déplacement une dynamique de relance de notre coopération à la hauteur de l'ambition portée par le président de la République pour ce sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée? Je vous remercie. Merci beaucoup. Bérangère Poletti. Merci Madame la Présidente. Déjà, merci aux collègues pour leur exposé et leur retour d'expérience. La Tunisie est un pays ami et proche de la France depuis très longtemps. Et c'est triste d'entendre que la francophonie y recule, même si des mesures sont prises. On n'a pas envie d'entendre ce genre de choses. Selon une ONG tunisienne, le nombre de migrants arrivés dans le pays a été multiplié par 2 en un an, entre le premier semestre 2018 et celui de 2019. La quasi-totalité des migrants arrivent dans le pays par la frontière libyenne, située au sud-est de la Tunisie. Depuis le début du mois d'avril, l'ONG en question indique que les combats s'intensifient autour de la capitale libyenne et entraînent d'intenses vagues de migration. Avant la Révolution, les États parvenaient à nouer des alliances pour contrôler ces flux et ainsi limiter les migrations irrégulières. Après la Révolution et la chute du régime de Ben Ali, on a assisté à un véritable relâchement sécuritaire sans précédent qui s'est traduit par la faiblesse du contrôle des ports et du domaine maritime tunisien. L'État a-t-il réussi aujourd'hui à restaurer son autorité et ses contrôles pour empêcher ces migrations irrégulières, notamment avec la Libye? Avec la Tunisie se partage une frontière de 460 km. La Libye est aujourd'hui un territoire profondément instable. Le pouvoir est partagé entre deux forces et les attaques militaires entre les deux parties se multiplient. De nombreux corps armés irréguliers se sont formés. Comment la Tunisie parvient-elle à protéger sa frontière avec la Libye et ainsi empêcher ces groupes armés et possiblement terroristes d'entrer sur le territoire tunisien? Je ne suis pas sûre que vous ayez évoqué ce sujet-là, mais ça me semble être un sujet important. Enfin, une étude démontre que les Tunisiens souhaitant émigrer, cette fois, sont de plus en plus nombreux, notamment vers l'Union européenne. Suite à la Révolution, le phénomène de fuite des cerveaux s'est accentué, notamment dans le milieu médical. De nombreux hôpitaux sont dans des états déplorables et le matériel l'est tout autant. Le personnel, et notamment les plus jeunes, sont tentés de partir. Le ministère du Travail refuse de parler de fuite de cerveau, mais parle plutôt de transfert de compétences. Il considère que ces jeunes reviendront au pays après plusieurs années. Avez-vous évoqué ce sujet sur place? Et si oui, comment la Tunisie entend faire face à cette crise? Merci beaucoup, Madame la députée. Ramlati Ali. Merci, Madame la Présidente. Et merci à nos chers collègues pour leur exposé. Ma question revient aussi sur l'immigration. Depuis plusieurs mois, les combats ont repris et se sont intensifiés en Libye avec pour conséquence un afflux de migrants en Tunisie. Nous avons tous vu le naufrage début juillet de ce bateau transportant des migrants maliens, ivoiriens, ghanéens, égyptiens et gambiens. Cimetières saturés, centres d'accueil débordés, absence de droit d'asile. L'État tunisien a de plus en plus de mal à accueillir ces migrants et appelle à l'aide internationale, notamment européenne. Comme vous le savez, une nouvelle réunion a eu lieu lundi dernier, le 22, à Paris, entre ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur d'une quinzaine de pays pour évoquer la question migratoire. Le président Emmanuel Macron a réitéré lundi la demande expresse et insistante de la France à la Libye pour qu'elle mette fin à l'enfermement des migrants piégés dans ce pays. Au-delà de la question libyenne,
Quels sont les mécanismes de solidarité français, européens qui peuvent s'opérer pour aider la Tunisie à accueillir ces migrants? Merci. Merci beaucoup. Jacqueline Maquet. Merci, chers collègues, pour ce compte-rendu de mission complet et instructif. Comme vous nous l'avez rappelé, excusez-moi, la France et la Tunisie sont des partenaires. Il n'est pas en face. Ça va mieux là? La France est le premier partenaire commercial de la Tunisie en étant à la fois le pays destinataire de près de 30% des exportations tunisiennes et à l'origine de 15% de ces importations. Par ailleurs, nous sommes les premiers pourvoyeurs d'investissements directs à l'étranger en Tunisie. Néanmoins, cette relation s'est érodée. Alors que notre pays était le principal fournisseur de biens de la Tunisie depuis son indépendance, c'est-à-dire 1956, nous en devenons le second en 2017. Un recul préoccupant qui se confirme et se creuse. Ma question est donc la suivante. Comment renforcer notre relation commerciale? Pensez-vous que l'accord de libre-échange complet et approfondi, l'ALECA, et les mesures prises dans le PLF 2019 sur le régime offshore auront un impact positif? Je vous remercie. Merci beaucoup. Bruno Fuchs. Merci Madame la Présidente. La Tunisie, depuis très longtemps, est un peu l'exception du Maghreb. Jean-Paul Lecoq l'a rappelé, il y avait la révolution bien sûr tunisienne du 14 janvier 2011, mais bien avant déjà, parce que le 13 août 1956, le Premier ministre de l'époque, Habib Bourguiba, avait fait voter le CSP qui instaurait l'égalité entre l'homme et la femme dans de nombreux domaines. Par exemple, ça donnait une nouvelle conception de la famille musulmane et les mesures du CSP ont modifié la conception traditionnelle de la famille musulmane. Ça abolit notamment la polygamie. On a créé une procédure judiciaire pour le divorce, n'autorisant le mariage que sous consentement mutuel des deux époux. Enfin, c'était déjà en 1956 quelque chose d'extrêmement avant-gardiste dans des sociétés conservatrices. Près de 60 ans plus tard, un peu plus d'ailleurs, le président Essebsi a proposé d'aller encore plus loin et de faire disparaître le dernier pan d'inégalité qui est celui de l'héritage, vous en avez parlé tout à l'heure. Et on a l'impression qu'au-delà de cette volonté, pour l'instant, ce projet de loi n'est pas à l'ordre du jour. Alors pourriez-vous préciser Madame la Présidente, parce que vous en avez parlé, je crois, tout à l'heure, un petit peu les intentions du Président. Et au-delà de ces faits-là, ma question est de savoir si la Tunisie est toujours dans une démarche progressiste ou est-ce que les freins du conservatisme, je ne vais pas expliciter là, mais qui ont été très bien décrits dans vos interventions, est-ce que ces freins-là ne sont pas à l'œuvre de façon forte et ne ralentissent pas, voire freinent la volonté progressiste de ce pays? Merci beaucoup. Jean-Jacques Gaultier. Merci Madame la Présidente. Merci déjà de m'accueillir dans votre commission. C'est vrai que membre de la Commission des Affaires culturelles, j'ai eu également l'occasion de me rendre en mission quelques semaines après vous en Tunisie. La Tunisie qui reste un modèle, mais un modèle fragile pour évidemment plusieurs raisons. D'abord, en raison de la crise économique et sociale qui a été signalée, la pauvreté partout fait le lit des totalitarismes et le risque est là, si on ne permet pas à la Tunisie de sortir de cette crise économique, eh bien de rebasculer à un moment ou à un autre vers le totalitarisme. Et puis, il y a cette instabilité loco-régionale qui existe avec une grande porosité de la frontière sud qui est à même de déstabiliser également le pays. Et on peut aussi remarquer que bon nombre de pays musulmans n'ont pas toujours vu d'un très bon œil les progrès, cette transition vers la démocratie en Tunisie. Peut-être qu'ils craignaient de voir cette contamination démocratique se répandre ailleurs. Toujours est-il que ça reste un modèle. J'en veux pour preuve d'ailleurs l'excellent ouvrage de Kamel Daoud, l'auteur algérien qui a été souvent récompensé en France, qui avait intitulé son livre « Je rêve d'être tunisien ». Je rêve d'être tunisien, c'est qu'il souhaitait que cette transition démocratique qu'on voyait en Tunisie puisse s'exporter en Algérie. Bon, on y arrive peut-être. Je voudrais recentrer mon propos. On vous entend très bien, on vous voit un peu moins bien. Peut-être vous pouvez changer de micro. Ah. Suite Bérangère.
Non. C'était le bon? Bon, alors continuez. Bon, je change de micro. Celui-ci devait être bon puisque Bérangère l'a utilisé tout à l'heure. Bon. Si vous avez eu de toute façon le son, c'est l'essentiel. Je voulais recentrer mon propos sur la thématique de la francophonie et de l'apprentissage de la langue française, puisque, comme il a été dit tout à l'heure, comme dès qu'on quitte Tunis, et notamment dès qu'on va vers le sud, on voit de moins en moins de présence française et le français de moins en moins parlé. Entre d'une part l'arabisation et d'autre part les moyens considérables mis en place par les Anglais pour promouvoir la langue anglaise, il y va tout simplement du rayonnement de la France, de l'influence de la France. Et très honnêtement, si on ne se donne pas les moyens d'accompagner le développement du français, ça nous a été dit également par le ministre de la Culture, le ministre... Alors je change à nouveau de micro. Non, mais il faut dire que le micro c'est uniquement pour les membres de la Commission des Affaires étrangères. Voilà. C'est pour ça que Jean-Jacques n'apparaît pas. Bon, enfin, je vois que l'ambiance est quand même très bonne. Et pourtant, c'est aux affaires culturelles qu'on traite des questions de l'audiovisuel. Donc c'est paradoxal, quoi. Hein. Et dès demain matin, d'ailleurs. Je disais qu'entre, d'une part, l'arabisation et d'autre part, les moyens considérables mis en place par les Anglais pour promouvoir la langue anglaise, le danger, il est clairement une disparition du français à horizon 10 ans. Dans 10 ans, plus du tout de présence française. Le ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation, que vous avez aussi rencontré, a dû vous le dire. Et on a là, en ce moment, une chance, c'est d'avoir, au niveau du gouvernement tunisien, des gens qui sont francophones et francophiles. C'est vraiment une opportunité à saisir, parce que peut-être d'ailleurs qu'au moment des rendez-vous nationaux, des législatives et des présidentielles qui vont arriver d'ici quelques mois, on va peut-être changer d'interlocuteur et on n'aura peut-être plus cette même approche. Et vraiment, là, les ministres, les 3 ministres qu'on a rencontrés, tous les interlocuteurs, connaissent très bien la France. Ils ont fait pour la plupart leurs études en France. Ils sont francophones et francophiles. Et il y a vraiment un désir de France, une envie de France et parfois une déception de la France. Et donc, si on ne fait rien, ils nous dit clairement, eh bien, dans 10 ans, on ne parlera plus français. Alors, on a beau dire, c'est bien ce qui a été fait, on remet l'apprentissage dès la 2e année, une année avant du français, c'est très bien. On double également l'accueil des élèves dans les établissements français, passer de 10 000 à 20 000. Ah, mais même si on est à 20 000, il ne faut pas oublier les 2 millions d'élèves tunisiens. Qu'est-ce que c'est 20 000 élèves par rapport aux 2 millions de petits Tunisiens? Et là, même s'ils apprennent le français une année plus tôt, le problème n'est pas là. Le problème, il est dans le niveau des enseignants. Et là, ça nous a été dit, le niveau des enseignants en français est très insuffisant. C'est pas le tout de dire, voilà, j'apprends le français. Le français est obligatoire à l'école primaire, il est obligatoire à l'université, mais le niveau des formateurs, des enseignants est insuffisant. Donc, il faudrait vraiment voir comment les aider, peut-être y compris avec du personnel de l'éducation, y compris de l'éducation nationale en retraite, qui pourrait très bien venir sur place pour améliorer le niveau des enseignants français en Tunisie. Merci beaucoup, monsieur le député. Moi, je suis absolument d'accord. On est tous d'accord ici sur le cri d'alarme lancé sur la francophonie. C'est une évidence. Donc il y a une volonté politique au sommet de l'État, mais il va falloir effectivement maintenant que ça se concrétise et qu'on mette sur la table des actes et des mesures précises. Alors, Sonia Crimi. Et je demande aux collègues un peu de patience. Les collègues qui sont à la tribune vont répondre rapidement à vos questions et après j'aurai des votes à vous faire avant que vous partiez pour les prochains travaux de la commission. Sonia Crimi. Merci beaucoup, Madame la députée. Alors moi, je vous parle d'un pays où toute ma famille vit toujours,
Je vous parle d'un pays où mes 4 sœurs, Rabat, Sarah, Ella et Imen, elles vivent encore là-bas. Elles vivent encore à Tunis, donc elles prennent toujours le bus. Elles sont dans des écoles d'infirmières. Elles sont enseignantes, institutrices. Et une dernière, elle est ingénieure. Donc je rentre tout le temps en Tunisie, puisque j'ai la totalité, je dis très bien, la totalité de ma famille qui vit encore là-bas, donc je n'ai aucun parent en France. Et c'est un message aussi, parce que je pense que notre assemblée s'adresse aussi à des milliers de franco-tunisiens comme moi, pour dire que je suis autant française que tunisienne. Je me sens française parce que je vis dans ce pays et je sens mes racines et je sens cette culture qui m'emporte et cet amour d'un pays qui m'a tout offert, et que je passe tous les instants de ma vie à remercier cette ère de liberté, de démocratie qui m'a été offert quand je suis arrivée ici, jusqu'à devenir députée aujourd'hui. Mais j'ai mes racines aussi. J'ai ma culture, j'ai ma langue, j'ai beaucoup de choses qui me rappellent toujours que cette double culture est une richesse. Alors je dis souvent, vous avez entendu ça, richesse. Oui, on peut vivre avec les deux culture. On peut vivre très enraciné dans les deux pays. L'un n'est pas contre l'autre. À toutes les personnes qui appellent contre des actions contre la France aujourd'hui en Tunisie, ils se trompent totalement sur la nature du Tunisien. Le Tunisien est autant africain qu'arabe, que méditerranéen, qu'européen aussi. Je vous rappelle quand même que la Tunisie était chrétienne. Moi, j'étais chrétienne avant vous, mes chers amis. La Tunisie était chrétienne avant que la France devienne chrétienne. Et je pense que c'est important de rappeler cela. Je ne vous dis pas ça pour vous faire une publicité et vous dire allez passer vos vacances en Tunisie. Mais si c'est une bonne idée, mais je trouve que c'est une bonne idée. Il faut le dire. Néanmoins, notre Tunisie à tous aujourd'hui subit un moment un peu difficile. Si la Tunisie arrive à dépasser cette 4e élection libre, parce que toutes les démocraties ont démontré, si à peu près on arrive à passer 4 élections démocratiques libres, ça y est, on commence à prendre à peu près le chemin de la démocratie. Bercy aide énormément par mise en place de tous un système pour aider notre Bercy là-bas en Tunisie sur le financement du terrorisme. Il faut savoir que depuis la révolution tunisienne, beaucoup d'argent qui vient de je ne sais pas où, qui a débarqué en Tunisie, qui a aidé beaucoup d'associations religieuses qui ont financé d'autres partis après. Et je pense ça, pour la démocratie et la transparence et l'exemplarité tunisienne, je pense que les Tunisiens ont compris enfin qu'il faut mettre une fin à tout cela. Donc bravo à nos services à Bercy de contribuer à cela. Un deuxième et dernier bravo à notre Assemblée nationale. Parce qu'il faut savoir que notre Assemblée a aidé l'Assemblée nationale tunisienne, l'ARP, à mettre en place des procédures. Vous avez signé cela je pense en mars dernier, c'était la fin en mars-avril dernier. Bref, avoir une démocratie, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça nécessite d'avoir des groupes parlementaires, un système d'amendement et tout ça, mes chers collègues, les Tunisiens n'étaient pas habitués à avoir ça. Donc il a fallu que l'Assemblée nationale française se déplace en Tunisie pour aider les Tunisiens à monter tout cela. Je pense qu'on ne salue pas assez notre Assemblée pour son expertise. Ça nous aide tous à être là aujourd'hui, mais il faut savoir qu'ils ont fait ça avec les Tunisiens. Et je reviens sur l'égyptianisation, un dernier point, l'égyptianisation de la Tunisie. Cela veut dire quoi? Un affaiblissement à tous les niveaux. Un affaiblissement culturel, un affaiblissement de la langue, un affaiblissement dans les mœurs, dans les valeurs, une perte énorme. Si vous regardez les télévisions tunisiennes, vous allez vous retrouver avec l'équivalent, je n'ai rien, mais l'équivalent des émissions un peu italiennes avec des femmes à moitié dénudées, et c'est ça. Et moi, quand je dis aux Tunisiens, pour qu'en France et en Europe, on arrive à ça, on est passé par Voltaire, on est passé par d'autres étapes quand même. On ne peut pas passer de rien à ça directement. Et les Tunisiens me disent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça, c'est ce que le peuple veut. Les Égyptiens ont toujours dit ça. Bref, donc il y a un affaiblissement, il y a une égyptianisation, un affaiblissement énorme des associations, de la société civile, et surtout un affaiblissement de l'administration tunisienne. Je ne me rappelle plus de nombre de milliers de personnes qui ont été recrutées sans avoir aucune compétence à l'administration tunisienne. Ils étaient recrutés juste parce qu'ils étaient sous
surtout Ben Ali, emprisonnés. Et là, vous vous retrouvez en Tunisie à la tête de grandes administrations avec des gars, excusez-moi, ou des femmes parfois, qui n'ont rien, sauf qu'ils font la prière 5 fois par jour. Voilà. Et ça, je pense ça à un certain moment. C'est pour ça qu'il faut aider Chahed, il faut aider Chahed et tous les progressistes amis en Tunisie pour dépasser cela. Aujourd'hui, il faut savoir que l'administration tunisienne, elle s'égyptianise parce qu'elle est tuée par ces personnes qui ne sont pas du tout compétentes au sein même de l'administration tunisienne. Je pense que ça, il faut prendre en compte aussi. Aider la Tunisie, aller en vacances là-bas. Sur les 3 points, pour finir, pardon, je dis à chaque fois pour finir et je m'arrêterai là, sur l'homosexualité, sur l'héritage et sur la langue française, il y a une urgence en fait. La situation des homosexuels, du racisme en Tunisie anti-black, il est de plus anti-noir, pardon, il se développe de plus en plus. La Tunisie devient aussi un pays passage, un pays où ils ont de plus en plus des étudiants étrangers. Ce sont des pays, c'est comme le Japon, ce sont des pays qui ne sont pas habitués à avoir des gens étrangers chez eux. Et pour eux, pendant longtemps, les Noirs tunisiens étaient considérés comme des Africains, parce que j'ai l'impression que la Tunisie, parfois, elle est en Europe. Mais pour plein de Tunisiens, ils ne sont pas africains. Donc je pense qu'il y a énormément de travail à faire, parce qu'il y a énormément de crimes racistes en Tunisie aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de chasse à l'homosexualité en Tunisie, surtout depuis la chute de Ben Ali. Et merci pour la langue française, parce qu'on ne parle plus français en Tunisie. On ne parle pas assez français, et vous voyez dans le niveau des profs que vous avez en face. Donc merci pour ce petit rappel, et je m'arrêterai là. Bravo, aimez la Tunisie et partez en vacances. Eh bien exactement, c'est ce qu'on a dit. Voilà, nous aimons la Tunisie et nous allons y partir en vacances. C'est bien. Frédéric Petit. Merci Madame la Présidente. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je voudrais réagir à 2 choses. D'abord, à une phrase de mon collègue Jean-Paul Lecoq qui disait qu'il fallait aller voir qu'on devait aller lancer les entreprises et leur demander ce qu'elles pouvaient faire. Et la phrase sur la francophonie et sur la coopération décentralisée. Vous savez que je suis rapporteur d'un budget qui s'appelle la diplomatie d'influence. Et moi, je voudrais alerter sur ce qu'on dit là, quand on dit on manque de moyens, etc. Je crois que le premier problème, et on tourne autour de ça dans ses remarques, puisque même quelqu'un qui est plutôt à gauche de l'hémicycle dit qu'il faudra aller voir les entreprises. Je crois que la difficulté qu'on a aujourd'hui dans notre diplomatie d'influence, je l'ai dit en hémicycle l'an dernier, je le répète, nous n'avons pas à gérer aujourd'hui un problème de pénurie financière. Je n'y crois pas. Nous aurons peut-être à le gérer demain, c'est-à-dire qu'il faudra mettre plus de moyens à un moment sans doute. Aujourd'hui, ce que nous avons à gérer, c'est la cohérence de ce que nous faisons, parce que notre administration, qui a été habituée pendant des années à ce que cette diplomatie d'influence soit faite à 100% de manière centralisée de Paris, doit comprendre ce que c'est le travail en collaboration. Voilà. L'exemple type qu'on vient de donner, qui est nous avons des profs de français qui ne sont pas au niveau, nous avons tous les moyens qu'il faut pour faire ça. Nous avons le Centre international d'études pédagogiques qui se trouve à Sèvres, qui est un organisme d'État qui coûte quasiment rien, parce qu'il est autofinancé, parce que c'est la formation des profs de français à l'international, qui forme des milliers de profs de français étrangers tous les ans. C'est ça notre outil. C'est cet outil qu'il faut piloter, et le piloter de manière coordonnée avec nos enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que fait, si le Centre international d'études pédagogiques, il lui manque la courroie qui va vers nous, qui va vers le ministère, pour lui dire aujourd'hui, la Tunisie, c'est plus important que tel autre pays ou que tel autre pays. Donc je crois qu'il faut que nous mettions ça en place. Ça a commencé avec l'AEFE. Vous verrez mon rapport cette année sur l'AEFE. Je pense que la réforme qui est en train de se passer à l'AEFE, elle n'est pas encore publique, mais ce que nous voyons nous donne bon espoir que enfin l'enseignement français met d'abord de la réorganisation avant de demander des moyens supplémentaires. Ça va se passer avec l'Institut français, et il faudra que ça se passe aussi avec la francophonie, où la coopération avec des réseaux qui ne sont pas des réseaux centralisés, qui ne sont pas des réseaux de fonctionnaires français, sera encore plus difficile dans l'avenir. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. D'abord, réorganisons bien et donnons à notre administration l'habitude de faire du travail de réseau,
tout le monde en parle, mais ils ne le font pas. Et après, nous mettrons des moyens supplémentaires qui, là, seront décuplés. Et j'ai l'impression que c'est la stratégie dans laquelle veut aller aujourd'hui le gouvernement et le chef de l'État. Je pense que c'est ça qu'il faut accompagner. Il faut avoir la capacité à l'analyser comme il faut. Je voulais réagir parce qu'on a dit des choses exactement en ce sens-là que je voulais pointer. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, chers collègues, je me tourne vers vous, quelques minutes chacun. Michel. Je vais répondre tout de suite à la question de Michel. Concernant les relations de la Tunisie avec l'Algérie, on peut considérer qu'elles sont bonnes. D'ailleurs, lorsqu'on a vu à la fois le président dans son palais, et président âgé, très âgé, 93 ans, mais très alerte à la fois physiquement et intellectuellement, il nous a confirmé qu'il suivait de très près, bien sûr, ce qui se passait en Algérie, et il souhaite bien vraiment que cette transition démocratique puisse se réaliser. Concernant leurs liens historiques, ils sont plutôt favorables, puisque entre l'Algérie et la Tunisie, ils se sont alignés sur la position de l'Algérie sur le Sahara occidental. Et à travers le pays, véhicule le gaz algérien vers l'Italie. Donc les choses sont plutôt bonnes et ils regardent la situation certes avec inquiétude, mais ils restent toujours très bienveillants par rapport au peuple algérien. Merci beaucoup. Je vais répondre rapidement. Marion Laine concernant les droits d'inscription. Oui, d'autres acteurs nous ont aussi fait part de leur inquiétude et leur incompréhension concernant la hausse des frais d'inscription, notamment au cours de notre rendez-vous avec le ministre Calbous, bien sûr. Vous avez relevé une phrase de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui avait indiqué que des efforts significatifs seraient réalisés concernant cette hausse des droits d'inscription. En fait, on pouvait espérer un accord bilatéral, justement, concernant l'exonération de ces frais d'inscription, mais ça n'a pas été le cas. En revanche, des universités ont fait l'effort d'exonérer des étudiants. À titre d'illustration, l'université d'Aix-Marseille a exonéré les étudiants tunisiens. Ensuite, concernant je vais enchaîner concernant la langue française. Donc c'est Michel Herbillon et notre collègue des affaires culturelles. Donc je vais grouper puisque c'était justement concernant l'enseignement des plus petits. Ainsi que vous le savez, le président de la République avait présenté un plan novateur sur la langue française et le plurilinguisme. Il y avait 3 pans, à savoir apprendre, communiquer et créer. Et donc, pour cette problématique, c'est plus le volet apprendre qui va justement essayer de combler les lacunes du système. Et en fait, dans le cadre de ce programme, la France, justement, s'engage à soutenir les systèmes éducatifs dans les pays francophones et plus particulièrement en Afrique. Et c'est un plan pour lequel 350 millions d'euros sont déboursés. Bon, après, c'est bien de dire ça, mais qu'est-ce qui se passe en vrai? Vous l'avez soulevé, la problématique, le souci avec la Tunisie, et moi, on en avait beaucoup parlé à Sfax, j'avais été au Forum de la jeunesse à Sfax en 2017, c'est qu'avec la Révolution, justement, les enfants ont été, si je puis dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les perdants aussi de la Révolution, puisqu'il y a eu un déficit d'enseignants. Et donc, le plan sur le multilinguisme, en fait, il y aura un crédit en fait, dédié justement à la formation des professeurs. Ensuite, quid de l'évaluation? Nous ne l'avons pas vu en Tunisie, mais je peux faire le lien avec le Sénégal, puisque j'avais été, on va dire, contrôlée les engagements du président de la République. Et donc, ce que j'ai pu constater, c'est que Jean-Michel Blanquer travaillait vraiment main dans la main. J'avais vu la secrétaire générale du ministre de l'Éducation nationale sénégalais. Et on constate que Jean-Michel Blanquer travaille vraiment main dans la main avec les ministres. Il y a eu vraiment sur ce pays, je n'ai pas les chiffres pour la Tunisie, mais on va dire, grâce à la formation des professeurs, justement, et au Sénégal, la formation des professeurs, le souci, c'est qu'on a voulu rendre démocratique l'école.
Et comme on a voulu le rendre démocratique, ils ont embauché des personnes qui n'avaient pas forcément les qualifications. Donc le paquet est mis sur la formation. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas concurrencer le français avec les langues locales. Et en fait, on s'est aperçu par les statistiques, et là je reprends le Sénégal parce que pour la Tunisie, j'ai pas vu de mes propres yeux, et c'est la même politique qui s'applique. On a constaté que l'apprentissage de la langue locale dès le plus jeune âge permettait un meilleur apprentissage du français, et les résultats sont là. Donc moi je pense que pour pouvoir remédier à cette problématique, donc il ne faut pas concurrencer les langues locales et le français, mais dès le plus jeune âge faire les deux, parce que les enfants apprennent plus vite. Et oui, le paquet sur les enseignants, ça c'est très important. Donc j'espère avoir répondu à vos interrogations. Voilà. Donc j'espère que c'est la même chose pour la Tunisie. Pardon, tu avais pas fini peut-être? C'est bon? Merci, Jérôme. J'ai entendu beaucoup de réflexions, de commentaires et de questions pertinentes. Quand j'entends quelles aides attendent les Tunisiens, c'est un petit peu partout pareil, qu'on soit en Tunisie ou dans d'autres pays amis avec lesquels on essaie de se comporter bien et on a des paroles encourageantes. Nos amis nous disent ce qu'on attend, c'est des preuves d'amour. Ce n'est pas simplement des déclarations. Hein. Et en termes de preuves d'amour, eh bien évidemment, reviennent des questions que les uns et les autres vous avez pu aborder. Ce sont les investissements, ce sont les relations en termes de population. Enfin, par exemple, le fait que des Européens et des Français en particulier viennent en Tunisie, que les Tunisiens puissent accéder aussi facilement à l'espace Schengen. Il y a beaucoup de récriminations de leur part, enfin en tout cas d'attentes de leur part de ce point de vue-là. Et je sais qu'on fait ce qu'on peut, mais c'est un petit peu compliqué. J'ai entendu un d'entre vous parler de l'accord de libre-échange en discussion avec la Tunisie et l'Union européenne. Cet accord de libre-échange, aux dernières informations, est suspendu. Enfin, tout au moins, la discussion est suspendue, parce qu'il n'a pas été encore traité. Il est suspendu de la part de la partie tunisienne, hein, qui voyait finalement le pot de terre contre le pot de fer, et qui ont dit... Donc pour l'instant, on en est là. Sur la loi sur l'héritage, la question a été posée. Elle a été souhaitée publiquement par le président de la République tunisien l'été dernier. Elle a été présentée au Conseil des ministres en octobre de l'année dernière, présentée, déposée à l'Assemblée nationale, enfin à l'ARP, en mars, et depuis, statu quo. C'est-à-dire ça n'a pas avancé. Il y a eu le mois de Ramadan, vous me direz, mais même quand même, malgré tout, ça n'avance pas vite. Et on sait que le parti Ennahda manifeste son très peu d'enthousiasme pour cette loi, et rien ne peut se faire aujourd'hui, ou peu de choses peuvent se faire, sans l'accord du parti Ennahda, qui est le premier parti aujourd'hui de l'Assemblée de l'ARP, hein, compte tenu des divisions des autres formations politiques. Voilà, donc on est dans une situation où on ne sait pas comment les élections vont aboutir. Bon, nous, on espère tous que ça sera des partis démocratiques. Enfin, ils le sont tous puisqu'ils se présentent aux élections. Et aucun ne prône un régime qui ne soit pas démocratique. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même des forces en présence. C'est un peu parfois compliqué. C'est vrai qu'il y a un rejet quasi total. Moi, je vais souvent en Tunisie, je connais bien. Je suis président du groupe d'amitié aussi. Il y a un rejet très fort de la classe politique, antérieure, bien sûr, mais aussi actuelle. Ça tient peut-être au fait que les Tunisiens ont voulu très bien faire. Ils ont ouvert la possibilité pour tout parti de se présenter. Et pour faire un parti, il fallait peu de choses. Et pour se présenter, très peu de choses jusqu'à présent. Si bien qu'il y a eu une multiplication de partis politiques. Et comme c'est à la proportionnelle, ça favorise évidemment la parité. Ça a été souligné. C'est vrai qu'il y a pas mal de femmes élues en Tunisie. C'est bien, une bonne chose. Mais cela dit, les députés tunisiens ou les élus tunisiens en général sont élus... la population le ressent souvent comme ça, comme étant des personnes loin d'eux. Proportionnel oblige, d'une certaine manière.
Voilà, mais c'est dit en Tunisie. Hein, voilà, bon, quelques... Hein? Non, mais c'est un message. On connaît les inconvénients et les avantages de tel ou tel système électoral, avec l'histoire qui va avec, etc. Les Tunisiens sont passés d'un régime où on ne votait pas à un régime où on vote pour des dizaines de partis politiques et c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Voilà. Bon, voilà ce que je peux dire. Sur la corruption, quand même, un mot. Oui, c'est aussi, je vous parlais des sentiments des Tunisiens par rapport à leur système politique, assez largement rejeté, malheureusement. On voit le taux de participation aux élections, c'est pas terrible. Mais alors, sur la corruption, qui touche des domaines essentiels, comme la santé, par exemple, ce sont des choses qui nous sont dites dans le quotidien, quoi. À tort ou à raison, mais même si c'était à tort, le fait que ça soit dit et mal vécu, ça engendre un climat un peu détestable, en tout cas inquiétant. Il faut les aider, les Tunisiens. Il faut aller en Tunisie, comme le disait Sonia, mais il faut aussi que nos entreprises aillent en Tunisie. Voilà, c'est un point essentiel dans le Maghreb, dans le bassin méditerranéen. Vous avez dû le dire avant que j'arrive tout à l'heure. Donc la stabilité de la Tunisie et son développement, c'est un enjeu pour tout le bassin méditerranéen et pour nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Clément. Non ? Jérôme Lambert, pourquoi je dis Jérôme Clément? Je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière. Les vacances arrivent, heureusement. Je voudrais répondre en quelques mots. Bérangère Poletti a posé une question sur la société civile. Je veux dire que j'ai invité, et elle viendra, elle a accepté de venir à l'automne, Ouidet Bouchamaoui, qui est celle qui a initié le dialogue des 100 dans le cadre du sommet des deux rives, et qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2015, qui a fait partie du quartet. Et elle viendra devant notre commission exprimer, au fond, la position de la société civile. Elle m'a donné son accord, donc on est en train de boucler une date, donc je pense que ça sera extrêmement utile. Michel Abillot posait une question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la France doit faire? On doit continuer à aider sur tout le plan sécurité, défense, renseignement, parce que la situation est compliquée, la menace djihadiste est toujours là, la question de la gestion et de la surveillance de la frontière longue avec la Libye est une grande question. Et ça, il faut que la France coopère, qu'elle continue de coopérer, plus encore peut-être. 2, oui, bien sûr qu'il faut aider au plan économique, il faut aider pour les investissements, il faut aider pour avoir une économie tunisienne qui se développe par elle-même. C'est vrai que là-bas, on produit de l'huile d'olive formidable, mais c'est de l'huile d'olive en vrac. Et donc, la plus-value derrière et le bénéfice qu'en retirent les Tunisiens, il est beaucoup moins important que s'ils commercialisaient leur propre marque. Donc, je pense qu'il faut les aider aussi à avoir cette innovation économique nécessaire. Il faut favoriser les investissements. Ceci n'est pas le cas. Il faut, à mon sens, que le FMI comprenne que de temps en temps, il faut un peu desserrer les taux. Les taux, L', les taux peut-être aussi avec un X, mais qu'il faut desserrer tout ça et qu'on n'a pas le droit que l'économie tunisienne se plante. Voilà, tout simplement pas le droit. Et donc, on doit les soutenir. Les soutenir, ça veut dire soutenir les investissements de demain et donner des perspectives d'avenir aux jeunes en particulier. Il y a des zones, j'en parlais tout à l'heure, dans le sud et l'intérieur du pays où on a presque 50% de chômage des jeunes diplômés. Comment voulez-vous qu'un pays aille bien avec un tel chiffre de chômage? C'est impossible. Donc, il faut mettre le paquet sur l'investissement. Bien sûr, il y a des réformes à faire. Évidemment, les Tunisiens ont leur part du travail à faire. Voilà, on va avoir les élections. C'est un grand pays démocratique. Si les principaux partis de gouvernement pouvaient plutôt s'unir autour d'objectifs communs plutôt que de se diviser, là, c'est juste l'ami qui parle. Et je trouve que ce serait bien, que ce serait utile et que ce serait pertinent pour la Tunisie. Ensuite, je pense qu'il va y avoir un accord, l'accord d'Aleka, l'accord d'association avec l'Europe. Moi, je dis qu'il faut que l'Union européenne fasse attention à cet accord, qu'évidemment, il est toujours en négociation. Ça fait plusieurs années qu'il est en négociation. Je connais les craintes des Tunisiens, qu'il y ait un certain nombre de grandes entreprises qui en profitent, que les petits agriculteurs n'en profitent pas. Il faut entendre ces craintes.
Il faut les entendre et il faut que l'Union européenne puisse avancer en prenant en compte les attentes de la société civile tunisienne. C'est quelque chose que j'ai dit à de très nombreuses reprises en Tunisie, mais je le crois vraiment, et à l'Union européenne et à la Commission en particulier. Et puis il faut que la France soutienne, il faut aller en vacances en Tunisie, hein. La principale ressource, c'est l'agriculture et c'est le tourisme tunisien. Et il faut faire confiance à ce pays. Il faut retourner dans ce pays. Il y a beaucoup moins de Français qu'avant. Il y a aujourd'hui beaucoup de Russes, par exemple. Et la présence française a énormément diminué. Ceci, évidemment, a un lien aussi avec la francophonie. Et donc, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et sur le cri d'urgence, cette commission s'en est saisie, va continuer de s'en saisir. Et il faut que pour 2020, nous puissions poser sur la table, au fond, ce qui manque pour être au rendez-vous de cette francophonie. Voilà. Un grand merci à vous tous. Nous n'avons pas fini. Nous avons un vote. Vous avez un papier. Oui, Frédéric. Oui, Frédéric. Merci Madame la Présidente. Je voulais juste signaler à mes collègues que j'étais observateur des élections en Ukraine le week-end dernier. Je voulais vous dire deux choses. D'abord, je connaissais l'Ukraine il y a 10 ans. J'ai été très agréablement surpris par la qualité. Donc une participation à 50%, mais des électeurs qui ont... Voilà, j'étais en zone rurale et urbaine. Et je crois que on a dit tout à l'heure 4 élections pour devenir démocratique. Je crois qu'on est sur la bonne route. Et puis je rappelle à mes collègues que le Parlement ukrainien, c'est 50% à la proportionnelle et 50% à la circonscription odnomandate, ça veut dire avec un seul mandat. Et que c'est un système qui a fait une campagne très intéressante, puisqu'il y avait, vous savez, ce showman, et en même temps il y a eu de la résistance dans les circonscriptions avec une campagne très intéressante qui s'est bien passée, évidemment loin d'être idéale, mais en progrès. Merci. Merci beaucoup. C'est maintenant qu'ils vont avoir rendez-vous avec des problèmes lourds, un problème de corruption extrêmement fort en Ukraine. Ça doit être un des pays les plus corrompus qui soient. Et puis évidemment les problèmes de voisinage, la Crimée et le Donbass, et les problèmes d'unité de l'Ukraine avec une partie de l'Ukraine tournée plutôt vers l'Est, une partie de l'Ukraine tournée vers l'Ouest. Voilà, mais en tous les cas, merci de ce témoignage, chers collègues. Alors, vous avez au fond de votre dossier, je vous propose de valider l'ensemble des points qui sont sur ce papier. Vous avez des propositions concernant les conventions, des propositions concernant les missions d'information que nous mettons en place et des propositions concernant les groupes de suivi géographique. Si vous en êtes d'accord, à moins que vous vouliez que je lise ligne à ligne, je vous propose de voter globalement pour l'ensemble de ces candidatures. Il y a un changement, me dit Guillaume. Pour la convention avec l'Allemagne, c'est Bruno Fuchs à la place de Frédéric Petit. Donc Bruno Fuchs à la place de Frédéric Petit à la 4e convention. Bruno Fuchs à la place de Frédéric Petit. Vous avez perdu votre place. Bon, c'est brutal, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Je vous propose donc de soumettre au vote l'ensemble de ces conventions, missions d'information, groupes de suivi, sachant que la République, que les Républicains doivent nous donner deux noms. doivent nous donner deux noms. Donc, sauf cette réserve, je soumets à votre approbation ces candidatures, qui est d'avis de les adopter. Merci beaucoup. Qui est d'un avis contraire? Qui s'abstient? Ceci est donc adopté. Voilà le programme de travail de la rentrée. Permettez-moi de souhaiter à chacune et chacun d'entre vous d'excellentes vacances. Merci. Bonnes vacances, madame.